Bonjour à tous, bienvenue à cette première communauté open source en mode purement sur Internet. Donc celui qui parle, c'est Cédric Ulmer, hein, donc animateur de la communauté open source. Aujourd'hui, on a la joie d'avoir Bertrand qui vient présenter et nous parler de Framework UI au sein de... Enfin, j'allais dire au sein d'Amadeus, mais c'est aussi un projet perso. Hein, si j'ai bien Ouais, compris, hein, Bertrand, tu le diras. Donc, si jamais vous êtes trompé, aujourd'hui on va parler de UI. Hein, voilà, il n'y a pas de back-end particulier. Là, c'est du pur et dur UI, ce qui est très bien parce que ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas adressé le sujet et ça va faire du bien, je trouve. Quelques infos. Bon, là, on est un peu nombreux et puis en plus les micros sont coupés, donc on va pas faire le tour de table habituel. Peut-être à la fin, on verra. Avant que je passe la main à Bertrand pour une quarantaine de minutes de présentation, quelques infos. Alors, n'hésitez pas à poser des questions même pendant que Bertrand parle. Je m'occuperai de voir un peu les questions et de voir si ça vaut le coup d'interrompre Bertrand et de lui dire hop, 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 stop, 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 il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Pareil, s'il y a des problèmes techniques ou que ça capte plus ou machin, vous le dites. Hein. N'oubliez pas juste de mettre tout, les destinataires, les conférenciers et et les participants. On fera une session de questions-réponses aussi à la fin, où donc Sandra sera là pour nous débloquer le Mm. micro. C'est aussi en live sur YouTube, et ça c'est marqué. Et c'est à peu près tout au niveau logistique. Quelques informations sur la communauté open source. C'est normalement notre dernière communauté entre billets 2 avant Sophia Conf. Et du coup avant la reprise de septembre. J'ai mentionné donc Sophia Conf, ça c'est le gros changement. Sophia Conf n'aura pas lieu dans son format prévu. Ça devrait avoir lieu quand même. On doit confirmer ça avec Sandra et le reste de l'équipe de Télécom Valley, mais dans une version réduite, purement en ligne. Bon, ça, il n'y a pas de surprise de ce point de vue-là. Seulement 2 soirs au lieu de 3 demi-journées et 3 soirs, et avec un peu moins d'intervenants pour pas que vous explosiez au niveau temps passé à regarder Zoom. Mais vous recevrez des informations plus tard là-dessus. Et normalement, ça sera le 29 juin et le 30 juin. Voilà. Ça c'est pour ça. Au niveau open source en France, le Paris Open Source Summit, qui est la réunion annuelle de tous les acteurs de l'open source, les queues de cheval comme ceux qui n'en ont pas. Bon, moi j'ai plus de cheveux, donc, mais n'aura pas lieu cette année. Normalement c'était en décembre, donc là ça n'a pas lieu. Et donc à voir si ils arrivent à recommencer l'année prochaine ou si ça a ruiné tout le monde et du coup ça n'aura plus jamais lieu. À voir. Mais bon, ils vont quand même, je pense, essayer de faire quelque chose. Et c'est à peu près tout. Et si vous embêtez chez vous, je me permets de vous rappeler encore une fois le superbe projet Mozilla Common Voice qui vous permet d'aller contribuer en libre, en Creative Commons et en open source à un gros effort international pour faire un équivalent d'Alexa ou de Siri tout en open source et donc utilisable aussi bien par les académiques que par les industriels, que par n'importe qui. Pour avoir quelque chose d'efficace pour la compréhension de l'oral euh, et l'interprétation du texte. Donc Mozilla Common Voice, c'est tout ce qu'il y a à faire. L'interface est toute graphique et ça vous demande juste d'écouter des gens parler avec du texte et de dire oui, le type a bien dit ce qui est marqué sur le texte, ou si vous voulez contribuer du texte si vous sentez l'âme d'un auteur, ou aussi vérifier les textes s'ils sont corrects. Voilà. Et avec ça, on doit atteindre, je crois, c'est 10 000 ou 15 000 heures au total, et avec ça, on aura quelque chose d'aussi efficace qu'un Alexa ou un Siri. Mais bon, voilà. Ça c'était un petit rappel à côté. Je n'ai pas d'action chez Mozilla. Voilà, j'ai fini mon petit tour. Je pense pas avoir dit de bêtises, Sandra. On est bon là en termes d'action sur la communauté open source. Oui, tout à Voilà. fait. Fabuleux. Donc, eh ben, Bertrand, c'est à toi. Je te laisse te présenter, quel que soit ton statut. ok. Et ensuite, voilà, tu vas pouvoir nous éclairer pendant une quarantaine de minutes sur les frameworks UI. Merci à toi. Yes. Bonjour à tous. Je m'appelle Bertrand Laporte. Je suis actuellement chez Amadeus. Alors, je dis actuellement parce qu'en fait, je suis en période de démission. Et donc, je suis chez Amadeus jusqu'à la fin du mois. Mais voilà. Donc, le travail dont je vais parler aujourd'hui, c'est des choses que j'ai faites chez Amadeus ces dernières années. Donc, je suis impliqué en fait chez Amadeus dans les problématiques d'interface graphique depuis assez longtemps. Enfin, en fait, ça fait 20 ans que je suis à Amadeus et j'ai plus ou moins travaillé finalement dans le contexte des interfaces graphiques, notamment web, quasiment depuis le départ, alors avec différentes activités, mais à un moment donné, j'ai toujours gravité autour des frameworks web.
J'avais développé en fait un premier framework à base de templates web qui s'appelle toujours d'ailleurs Aria Template, et qui est un framework qui est maintenant open source. C'est un framework qu'on avait fait en interne chez Amadeus. On l'a fait en 2008, c'était le tout début d'ailleurs c'est un des premiers, je crois, frameworks de templating, puisqu'Angular, je crois, a été créé en 2009, et puis React un peu plus tard, en 2011 ou 2012. Bon, après, Aria Template, c'est open source, vous pouvez le voir, c'est disponible sur Internet. C'est un framework qui a vieilli, mais voilà, c'est juste pour dire que je travaille sur ces problématiques depuis assez longtemps. Et donc, bon, en fait, il se trouve que historiquement, Amadeus avait besoin d'investir dans ce genre de framework parce qu'on développait des applications on va dire très lourdes, très ambitieuses, hein, de type un peu comme, on va dire, voilà, ce qu'on voit aujourd'hui maintenant, les Gmail, ce genre de choses, mais il y a 12 ans, il y a 15 ans, c'était pas la norme. Et en fait, c'est aussi grâce à ces frameworks qu'on peut faire des applications comme ça. Donc c'est comme ça qu'en fait, j'ai été amené à travailler sur ce type de framework. Ensuite, Amadeus a décidé, plutôt que d'investir pas mal, parce qu'en fait, on avait toute une équipe pour travailler sur ce framework-là, donc plutôt que d'investir en interne, l'idée c'était de travailler plutôt avec un framework open source. Et donc, à l'époque, c'était Angular qui était le framework leader sur le sujet. Et c'est comme ça qu'Amadeus a été amené à travailler avec Angular. Et donc, dans mon équipe, on était plusieurs en fait à avoir tissé une relation finalement assez proche avec l'équipe Angular chez Google. Et voilà. Et donc, de fil en aiguille, j'ai, en ce qui me concerne, été plutôt amené à travailler sur, on va dire, une problématique de recherche, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'explorer de nouvelles voies pour, entre guillemets, faire évoluer Angular. Alors, ce que je vais vous présenter, voilà, c'est un projet un peu de recherche à la base pour Angular. Alors, donc, je continue à partager avec eux d'ailleurs. Bon voilà, donc c'est un projet un peu indépendant qui s'appelle Ivy. Donc si vous suivez Angular, vous avez entendu parler d'un moteur qui s'appelle Ivy chez Angular. En fait, c'est parce qu'en fait le moteur Angular a repris des idées de l'algorithme d'Ivy que je vais présenter ici. Enfin, je ne vais pas parler de l'algorithme précisément, mais voilà, donc le nom vient de là en fait. Sachant que ce que je vous montrais est très différent d'Angular, donc soyez pas choqués, et surtout ne pensez pas Angular va faire ça, etc. Ce n'est pas le but de la présentation. Le but, c'est plus d'expliquer un petit peu donc, le travail que j'ai fait et pourquoi j'ai fait ce travail-là, et peut-être après plus généralement, imaginer éventuellement ce qu'on peut voir arriver à plus ou moins courte échéance dans les années qui viennent sur ce type de framework. Voilà, en tout cas, mon opinion. Donc voilà, donc la présentation se veut relativement générale. Je ne vais pas rentrer, j'espère, trop dans des détails techniques. Mais bon, n'hésitez pas à m'arrêter, vous criez stop dans le chat si jamais je vais trop loin. Et puis de toute façon, effectivement, on aura des questions à la fin. Donc en général, je demande aux gens de m'interrompre, mais bon, là, ce ne sera pas possible. On va faire comme ça. Alors, est-ce que j'arrive à changer d'écran? Yes. Alors, on va commencer de très loin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin en fait de framework UI? Donc, en fait, il y a deux raisons à ça, enfin, pour moi. La première, c'est que on a, en fait, au fil des ans, on a changé d'architecture pour les interfaces graphiques web. On est passé finalement d'une architecture serveur avec génération server-side de l'HTML vers une architecture où on va générer l'HTML au niveau du client. Donc la raison, effectivement, c'est une raison fonctionnelle. Hein, l'architecture ne fait que suivre les demandes du produit. L'idée, c'est d'avoir des applications plus riches. À partir du moment où on génère l'HTML sur le client, on va pouvoir le régénérer beaucoup plus facilement. Donc, on va pouvoir faire des applications beaucoup plus dynamiques. Au-delà de ça, ça simplifie énormément le code, puisqu'on n'a qu'un seul code. Avant, on avait du code sur le serveur et du code sur le client. Maintenant, on n'a quasiment plus de code sur le serveur par rapport à l'informatique UI. On a du code pour préparer les messages, mais c'est encore différent. Mais en termes purement de génération d'HTML, on n'a qu'un seul code qui est sur le client. Et surtout, on a un seul code pass. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que derrière les frameworks à base de templating, en fait, on va avoir un modèle mental qui est un peu plus... qui finalement, c'est le modèle mental d'avant, en fait, qui était le modèle du serveur, mais chaque fois qu'on affiche une vue, on va passer toujours dans le même code. Et ça, on n'avait pas forcément ça quand on faisait des UI sans template engine, en fait. C'est-à-dire quand on faisait des UI où on allait créer un morceau d'UI en fonction des chemins pour accéder à la vue, on avait éventuellement
du code différent qui allait se dérouler. Et en général, au fil du temps, ça crée des bugs parce qu'en fait, chaque fois qu'on améliorait la UI, on oubliait de passer d'un certain code pass. Voilà. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi maintenant la même architecture, grosso modo, quelles que soient les interfaces graphiques. On n'a pas forcément les mêmes technologies, mais c'est les mêmes types d'architecture et finalement les mêmes problématiques. D'ailleurs, ma vision à moi, c'est simple, hein, c'est que toutes les UI vont être bâties sur les mêmes principes. Alors, peut-être pas avec les mêmes technologies dans un premier temps, mais en tout cas, les mêmes principes sont en train d'apparaître et d'émerger dans toutes les scènes d'interface graphique. D'ailleurs, récemment, Apple, même sur le système iOS, en fait, a développé un système qui s'apparente à un template engine. Il n'a pas appelé comme ça, mais dans les faits, ça ressemble à ça. Et voilà. D'ailleurs, ils ont revendiqué s'être inspiré pas mal de React, hein, React Native en l'occurrence. Alors, donc, changement d'architecture pour avoir des applications plus riches. Et la deuxième raison, c'est que, ce que j'ai commencé un peu à expliquer, c'est qu'on a essayé de garder le même modèle mental. Alors, en tout cas, en ce qui me concerne, la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler sur les problématiques de template engine donc en 2008, c'était que j'avais... donc déjà, on faisait des applications, chez Amadeus, on faisait des applications riches, on va dire, depuis pas mal de temps, en mode web. Donc, encore une fois, on était très avant-gardiste sur le sujet. Mais très vite, on s'était aperçu que c'était compliqué à maintenir, en fait. Et donc, l'idée, pour moi, c'était de dire, en fait, le modèle mental qu'on a quand on fait du serveur, en l'occurrence, on faisait des GSP, ce serait sympa de pouvoir l'avoir sur le client. Donc, avec une différence qui est que quand on est en mode server-side, on va générer sa UI qu'une fois. Donc, c'est un one-off, c'est relativement simple. Grosso modo, c'est de la concaténation de chaînes de caractères. Alors que quand on est sur le client, la problématique est plus difficile parce qu'en fait, on a la première fois, donc le premier affichage, mais on a ensuite tous les updates, en fait, les mises à jour successives qui vont se répéter. Et l'idée, c'est d'utiliser finalement le même genre de code. En fait, avec le même code, on va exprimer ces deux choses différentes. Et ça, c'est la beauté en fait, des template engine. En fait, c'est qu'ils vont finalement utiliser le même système descriptif, qui est le template, pour faire ces deux passes différentes. Donc ça peut correspondre à du code différent, il y a toute une problématique différente derrière ça. Donc là, la syntaxe, justement, c'est celle que j'ai développée, donc on reviendra dessus. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, on a besoin de framework UI, c'est parce qu'en fait, le modèle mental du template engine et du data binding qui va avec, puisque finalement, quand on va faire des updates, on va réinterpréter certaines des expressions donc on a ce qu'on appelle finalement du data binding. Alors, comment fonctionnent les frameworks UI? Alors, en fait, c'est relativement simple, vu d'en haut, en fait. La base des UI, d'une manière générale, c'est le modèle MVC. Donc, j'imagine que vous le connaissez tous, hein, le modèle view controller. Donc, dans le cadre d'une UI, les modèles, on appelle ça les données, les data, la view, bon, il y a plusieurs noms pour ça, mais on va regarder le terme view, et souvent les contrôleurs, on appelle ça plutôt les actions dans le UI, mais bon, au final, c'est la même chose. Ça, c'est un pattern général, donc l'idée, c'est vraiment de séparer separation of concern en anglais, je ne sais pas comment on dit en français. On essaie de séparer en fait ces choses-là parce qu'en fait ça apporte pas mal d'avantages en termes de maintenance et d'évolution. Donc ça c'est un pattern d'architecture qui est très important. Mais dans le cadre des UI, on voit en fait une variation, ou en tout cas une évolution de ce pattern qui est apparu dans les années qui depuis 5-6 ans. Grosso modo, ça a apparu, on va dire, avec Redux, ça devait exister un peu avant. Donc, Redux, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait un framework de gestion de données qui est utilisé beaucoup dans le monde React. Pour les gens, je vois qu'il y a des gens qui font du Angular. L'équivalent de Redux, ça s'appelle NGRX. Voilà. Et c'est quoi, mais derrière ça, en fait, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que on va utiliser ce qu'on appelle un modèle unidirectionnel. C'est-à-dire que si vous regardez les flèches dans ce schéma, on voit qu'en fait, la vue interagit, enfin, ne change pas les données. La vue ne va interagir qu'avec les actions via des événements. Ensuite, les actions ne vont interagir qu'avec les données. L'action n'interagit pas avec la vue. Et l'idée, c'est que les données, d'une certaine manière, interagissent avec les données. Et c'est là où ça devient un peu compliqué. C'est que, en fait, en JavaScript, c'est pas possible d'avoir des événements, enfin, en tout cas, JavaScript nativement n'offre pas de possibilité d'observer des changements de données.
Donc le modèle MVC, en fait, il n'est pas, en tout cas ce modèle-là, avec ce système unidirectionnel qu'on appelle Unidirectional Data Flow, en fait, il n'est pas implémentable tel quel en JavaScript. Donc en fait, on a besoin, encore une fois, de framework pour ça. Et donc en général, enfin, en tout cas moi j'aime bien séparer les deux frameworks, en fait, en tout cas les deux parties. J'appelle ça les deux piliers finalement du monde des frameworks UI. Donc d'un côté, pour moi, il y a le pilier que j'appelle tout ce qui est modèle, et donc j'appelle ça State Management Solution, en fait, donc les solutions de gestion d'état. En fait, c'est des solutions qui vont permettre de gérer les données et d'avoir des événements sur les données. Et de l'autre, la partie View, qui est donc un peu ce que j'ai montré tout à l'heure, le côté Template Engine, en fait, le truc qui va faire qu'on va pouvoir facilement afficher, décrire sa UI, et à la fois décrire le mode, le premier display et les updates successifs. Alors on pourrait imaginer qu'il y a un troisième pilier qui serait les actions, mais en fait, dans les faits, enfin, on peut utiliser finalement JavaScript tel qu'il est pour faire les actions, on n'a pas besoin forcément de framework. Après, ça dépend justement, des frameworks de données. Avec Redux, on doit écrire les actions d'une certaine manière. Avec d'autres frameworks, on va les écrire d'une manière différente. Donc, parfois, les actions et les données sont liées dans le même framework, donc, comme dans le cas de Redux, ou pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas éviter deux sous-frameworks qui sont gestion de données et gestion de template. On peut éviter un framework d'action. Voilà. Alors, ce Unidirectional Data Flow, il est super important parce qu'en fait, c'est ce qui fait que ça rend les choses simples et on va avoir une architecture qu'on va pouvoir facilement maintenir. Puisqu'en fait, dans ce modèle, en fait, les données en général, elles vont être factorisées. Je ne sais pas si vous voulez afficher un nom à l'écran, par exemple, il sera à un seul endroit dans le système de données. Alors que dans la vue, en revanche, on va avoir ce nom, un nom de personne, par exemple, pourrait être affiché à plein d'endroits différents. Donc, ce qu'on veut, évidemment, c'est synchroniser, donc binder, faire du data binding entre le nom et l'endroit où il est affiché. Donc, c'est ce que font les frameworks templating. Donc, ça, c'est pour donner l'idée générale. Donc, il faut toujours garder ça en tête parce que quand on travaille sur ce type de framework, c'est exactement ce qu'on fait et finalement, c'est la problématique principale. Les gens ont tendance à se focaliser trop sur le template engine, alors qu'en fait, pour moi, l'aspect données est aussi important, voire plus important. Alors, du coup, je vais commencer par les frameworks de gestion d'état. Donc, j'en ai mentionné quelques-uns tout à l'heure. Je parlais pas mal de Redux, parce que c'est un framework qui a beaucoup fait parler de lui et qui a été finalement assez révolutionnaire. Surtout par le fait que justement il a mis en avant l'avantage d'utiliser ce système unidirectionnel. Donc je trouve que j'ai travaillé aussi sur ces aspects-là. Donc quand je dis j'ai travaillé dans le cadre d'AI, j'ai travaillé sur les frameworks UI. En fait, j'ai travaillé à la fois sur l'aspect state management et à la fois sur l'aspect template engine. Mais du coup, je vais quand même commencer par l'aspect state management, même si c'est un peu moins visuel. Donc juste pour répéter ce que je viens de dire, en fait, ce qui est important dans les systèmes de gestion de données, c'est de rendre des données observables. Alors, je dis observables au sens large, pas au sens système réactif, observability, observable, si vous connaissez ce genre de framework. Mais finalement, ça s'en approche. Donc, si on regarde dans le détail, en fait, ces frameworks, ils doivent supporter quelques requirements ou quelques use cases importants. Le premier, c'est évidemment d'avoir des événements quand les données changent. Le deuxième, c'est d'avoir une forme de granularité au niveau des données. C'est-à-dire que c'est bien de savoir que les données changent, mais on veut savoir en fait quelles données ont changé. Alors après, il y a tout un niveau de granularité. Ça peut être au niveau des objets, ça peut être au niveau juste d'une propriété. Donc on peut être très très granulaire ou beaucoup moins granulaire. Donc ça, suivant les frameworks, on a différentes solutions. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir faire des batchs, en fait. C'est-à-dire quand une action va intervenir sur les données, c'est important qu'elle puisse faire plusieurs changements d'un coup. On ne veut pas avoir des notifications intempestives à chaque micro-changement. L'autre problématique, c'est la sérialisation, from to JSON. Quand on fait de la UI, on va travailler avec un serveur, on envoie des données, on reçoit des données, donc c'est important d'avoir cette conversion off the shelf, out of the box. Un autre point important aussi pour moi, c'est de pouvoir utiliser le framework dans le cadre applicatif et dans le cadre du framework lui-même. Donc ça, c'est un peu nouveau. En fait, c'est la tendance qu'on va voir maintenant dans les frameworks nouveaux, c'est d'utiliser justement la même solution pour tout. C'est ce que fait Svelte, c'est ce que fait Alvi aussi, mais ce n'est pas ce que font aujourd'hui Angular, par exemple.
Alors évidemment, l'aspect performance est important. Il y a aussi un aspect, on va dire, ergonomique. L'idée, c'est que bon, forcément, un framework, c'est fait pour aider les gens à développer, à aller plus vite. Donc forcément, si on peut écrire plus facilement, c'est mieux. Et puis le dernier aspect à ne pas oublier, d'une manière générale, quand on regarde une solution, ben, c'est sa communauté. Ça, j'ai mentionné aussi. Donc, ça, c'est pour expliquer un peu la problématique finalement générale de ces frameworks-là. Donc, je me suis risqué à faire une espèce de ranking, enfin pas de ranking, en tout cas de donner une idée de ce que moi je pense des solutions qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Donc, Redux, je l'ai mis en premier parce que c'est la solution qui a été la plus emblématique, on va dire. J'ai catégorisé une autre solution que j'ai appelée SetState, qui est une solution qui est en fait ce que fait React en interne. En fait, en React, quand vous faites du React, vous avez l'habitude d'utiliser l'état et d'utiliser une fonction qui s'appelle SetState. Alors, il y a des gens qui ont fait des frameworks à part pour faire ça aussi. La troisième solution que je mentionne ici, c'est Zone.js. C'est une solution qui est utilisée par Angular aujourd'hui, qui a des avantages et des inconvénients. Enfin, des inconvénients, on voit aussi. D'ailleurs, Angular essaie d'en sortir. Et la dernière solution, Trax, c'est la solution que moi j'ai développée. Donc, j'essaie d'expliquer un peu pourquoi c'est bien. J'irai probablement assez vite. Alors, juste pour aller sur pourquoi j'ai mis des points rouges, par exemple, Redux, par exemple, ça a été fait pour faire l'applicatif. Ce n'est pas utilisé en interne par React. C'est pour ça que j'ai mis un point rouge. Les performances de Redux, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. La raison derrière, c'est qu'en fait, Redux utilise ce qu'on appelle de l'immutability, c'est-à-dire que quand une donnée va changer, on va créer une nouvelle instance de données. Et donc ça permet finalement de savoir qu'une donnée a changé. Donc en soi, c'est plutôt bien. Le problème, c'est que l'immutability, ça, en termes de coût mémoire, c'est un coût important. Surtout si on veut l'utiliser côté framework. Quand on veut peut-être côté applicatif, c'est pas un problème, mais côté framework, c'est un problème. Alors, l'aspect ergonomique de Redux, si vous avez fait du Redux, vous comprenez ce que je veux dire, c'est un gros problème. En fait, il faut vraiment écrire le code d'une manière très particulière, c'est très lourd, etc. On pourra revenir là-dessus. Mais sinon, apparemment, bon, super communauté. Cette state, on va dire, c'est entre les deux. C'est ce que fait React en interne avec son set state. C'est ce que fait, d'une certaine manière, Svelte. Je ne sais pas si vous connaissez ce framework, en fait. Alors, en fait, Svelte a une partie qui est complètement transparente quand on est dans le mode du framework lui-même et une partie explicite où on doit écrire cette state quand on est en dehors du framework. Donc, je mets orange pour cette state parce que ça demande quand même d'écrire les actions d'une certaine manière particulière, puisqu'il faut écrire cette state en fait, hein, ça ne va pas se faire tout seul. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Zone.js, pourquoi j'ai mis des points rouges? Alors, la granularité, le problème, c'est que Zone.js dit, en fait, juste pour ceux qui ne connaissent pas Zone.js, c'est assez intéressant. Ce qu'ils ont fait chez Google, c'est qu'ils ont fait un hook sur tous les événements possibles que le navigateur peut émettre. Et chaque fois que donc, finalement vous allez rentrer dans le monde JavaScript, Zone est au courant, grosso modo. Et donc, chaque fois que vous sortez du monde JavaScript, Zone va dire ah, attention, il y a quelque chose qui a potentiellement changé. Alors, du coup, on a un événement, on sait que quelque chose a peut-être changé, mais on ne sait pas quoi. Donc, du coup, par exemple, on ne sait pas du tout, au niveau de la granularité, c'est pas du tout bon, quoi. On a juste un événement, quoi. L'ergonomique, en soi, est plutôt pas mal, mais j'ai quand même mis voilà, puisqu'en fait, finalement, c'est complètement transparent. En revanche, le point pour lequel j'ai mis un point rouge, c'est que en fait, Zone, comme ils ont fait des hooks, en fait, il y a pas mal de mauvaises interactions avec des frameworks qui n'ont pas été faits pour travailler avec. C'est-à-dire qu'il y a des effets de bord, en fait, qui sont assez désagréables, et il y a pas mal de problèmes avec ça. Après, j'aurais pu mettre orange, parce qu'il y a quand même une communauté, mais qui n'est pas si grosse que ça, finalement. Il y a une communauté Angular qui est bien, mais on va dire Zone lui-même, on va dire, il n'y a pas énormément de supporters, même parmi la communauté Angular. Et après, donc la solution que moi j'ai développée, je vais expliquer un peu après. Donc je trouve que c'est le meilleur compromis. Alors, le seul inconvénient, évidemment, c'est qu'il n'y a pas du tout de communauté. Mais voilà, donc, je vais expliquer un petit peu ce que moi j'aime bien et dans quelle direction moi j'essaie de chercher. Donc là, c'est le seul un des rares bouts de code que vous allez avoir. Il y en a beaucoup, hein, je suis désolé. Mais l'idée, c'est d'expliquer ce que. Donc, Trax, c'est le nom du framework. Il est open source. D'ailleurs, il est sur GitHub. Là, vous pouvez taper ça si vous voulez regarder en parallèle. Enfin, je ne vous conseille pas parce que sinon vous allez rater les explications. Mais grosso modo, un système de données, c'est quoi? C'est un système où on va pouvoir définir des données, donc c'est le point numéro un. Donc, dans le cas de Trax, l'idée c'est d'utiliser des annotations, un peu comme Angular. Donc, Trax travaille avec TypeScript en fait. Hein. Donc, vous allez pouvoir définir vos données un peu comme via des classes en fait. Derrière Trax, en fait, un système de précompilation, c'est-à-dire quand il y a un préprocesseur, il faut passer par un builder, c'est pas vu comme un inconvénient, hein. Mais bon, à partir du moment où on en a besoin pour React et pour Angular, finalement, c'est transparent. Donc, c'est-à-dire que Trax va préprocesser votre code TypeScript et va transformer ce code-là en un autre code, grosso modo pour introduire des listeners, enfin des setters, getters ou des objets proxy, des choses comme ça en fait.
Mais bon, voilà, grosso modo, un, vous définissez les objets, c'est du code objet standard. Deux, vous instanciez les objets, c'est aussi du code standard, vous faites des new, vous utilisez le truc, etc. Trois, et c'est là où la nouveauté qui est intéressante avec Trax, c'est que vous allez pouvoir observer. Donc, il y a une méthode qui s'appelle Watch, en fait, qui est fournie par le framework Trax, qui permet donc d'observer une instance. Donc, G, en l'occurrence, c'est une instance qu'on a créée dans la partie 2. Donc, G, c'est un groupe, hein, donc il y a un groupe qui lui-même a des liens vers des users. Et donc, ce qu'on va voir, enfin, il y a une démo en fait online, on pourra la voir tout à l'heure, c'est que si vous changez l'utilisateur en faisant une des actions qui est en bas, par exemple, si je clique sur le bouton Update One Button, en fait, que vous voyez qui est la première ligne, ça va exécuter le code user1.firstname et ça va concaténer finalement le plus avec un compteur qui lui-même s'incrémente. En faisant ça, en fait, ça va déclencher en fait une boucle d'événements asynchrone en fait, parce qu'en fait, comme Trax en fait a créé des setters et des getters ou des proxys sur les objets en question, il sait que l'objet a changé. Il sait aussi quel est le parent de l'objet user1 qui est group en fait, puisqu'en fait, quand on a assigné user à group, il y a aussi un setter qui a été clé. Donc il garde en mémoire la chaîne en fait de dépendance en fait entre les différentes données. Et donc, ce qui fait que quand on va changer first name, on sait que le groupe a changé et Trax va utiliser ce qu'on appelle une microtask en fait. Donc, grosso modo, c'est la possibilité d'être appelé en JavaScript une fois que le thread JavaScript principal s'est exécuté. Et donc, pendant cette microtask, en fait, Trax va appeler toutes les personnes en fait qui ont fait un watch en fait sur ces objets-là. Et en plus de ça, il va gérer en fait ce que j'appelle une version, c'est-à-dire que dans le mode précédent, quand je parlais de Redux utilise l'immutability, parce qu'en fait, savoir qu'un objet a changé, c'est important, mais pour savoir qu'il a changé, il y a grosso modo deux options. Soit on nous dit qu'il a changé parce qu'on a une version, soit c'est un objet différent. C'est ce que font les systèmes à base d'immutability. Donc, comme moi, je ne voulais pas d'immutability pour des questions de performance, j'ai implémenté un système de version, et donc je trouve que dans la démo, là, on voit les versions. Je vous montrerai la version tout à l'heure. Mais bon, voilà. Donc, l'idée générale de Trax, c'est que grosso modo, l'idée, c'était qu'au niveau des actions, dans ce qu'on a là, ce soit complètement transparent. Avec Trax, l'avantage, c'est que quand vous faites une action, vous ne savez pas en fait que vous utilisez un objet Trax. Ça, c'est vachement important. Voilà. Même au niveau, bon, voilà, il y a forcément quelques contraintes, mais je trouve que c'est par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, c'est plus sympa. Alors, pourquoi je parle de Trax? En fait, c'est parce qu'en fait, Trax est utilisé par le moteur de template que j'ai développé, qui s'appelle Ivy, et l'utiliser en interne. Donc, j'avais besoin en fait de ça comme pierre angulaire pour pouvoir développer le moteur. Alors voilà, donc là j'ai parlé un peu des systèmes de données, maintenant je vais parler des template engines. Alors de la même manière que j'avais un peu expliqué un peu la problématique générale d'un système de gestion d'état, dans les moteurs de template, la problématique est évidemment un peu différente. Donc la première problématique, j'aurais pu mentionner le data mining en fait, hein, mais qui est probablement la toute première problématique, mais la deuxième problématique, on va dire, c'est un système de composants. C'est aussi pour ça qu'en fait, on aime bien utiliser les systèmes de templating, c'est qu'ils apportent un système de composants qu'on n'a pas en fait dans le monde HTML. HTML n'a pas été pensé comme un système avec des composants. Alors, le W3C essaie d'introduire les composants, malheureusement, il manque toujours des choses. Hein, et voilà. Donc, je pense que pour moi, dans un premier temps, la solution va venir des systèmes de templating. Et une fois qu'on aura un système qui marche bien dans le système de templating, probablement à ce moment-là, ils pourront peut-être l'introduire un peu plus dans les normes du W3C plutôt que de faire l'inverse, ce qui a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc système de composants, c'est ce qui est le plus important. Alors évidemment, avec le système de composants vient la problématique d'import et d'export, c'est-à-dire je veux faire des bibliothèques de composants, je pourrais les exporter, du coup importer. Troisième problématique, garder les choses simples. Le modèle mental, c'est-à-dire quand on réfléchit, quand on utilise les templates, on a besoin de pouvoir raisonner à partir de ça et de comprendre ce qui se passe. Quatrième point, et ça c'est très important, c'est la possibilité de faire des workarounds, c'est-à-dire que le framework, quel qu'il soit, en fait, aura forcément des limitations, ou des limites, ou en tout cas des endroits qui ne sont pas forcément bien couverts par le framework. Et ce qui est important, c'est de laisser la liberté aux développeurs de pouvoir faire les choses entre guillemets à la main et de pouvoir quand même s'en sortir. Évidemment, le point suivant, c'est les performances. Les gens ont tendance à mettre ça en premier, mais ok. Évidemment, c'est important. Les capacités asynchrones, c'est aussi lié aux problématiques de performance. C'est pareil, les performances, il y aura toujours une limite. Enfin, vous pouvez aller le plus vite possible, il y a toujours un moment donné où voilà, vous allez être lent, vous faites juste un DOM plus gros, un document plus gros, et vous serez lent. Donc l'aspect asynchrone va permettre de couper le document en chunks plus petits et du coup de rendre le truc plus performant. Et évidemment, le dernier aspect, c'est la communauté. Donc là, comme pour le premier
premier exemple, j'ai essayé de un peu classer les frameworks. Alors, je suis désolé pour ceux qui font du Angular. Hein. Enfin, j'adore l'équipe Angular. Donc, mais bon, voilà, en tout cas, c'est mon opinion. Donc, si on regarde, donc là, je parle d'Angular, de React qui sont les plus connus. Svelte, j'ai mentionné Svelte parce que c'est un framework dont on parle pas mal en ce moment, qui a pas mal de bonnes propriétés. Et donc Ivy, qui est le framework que moi j'ai développé. Alors, forcément, il n'est pas du tout connu, mais bon, j'aurais pas travaillé dessus si je ne trouvais pas bien. Donc, forcément. On va dire que je suis biaisé. Mais voilà, donc le système de composants, que ce soit tous les systèmes pour moi aujourd'hui, donc à part Ivy, parce que c'est vraiment une partie des problématiques sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, ont des limitations et qui peuvent être surmontées en fait. Hein. Mais, grosso modo, pourquoi je leur mets orange? Parce qu'en fait, pour moi, on aura atteint un système de composants complet, on va dire, à partir du moment où on pourra écrire l'équivalent de tous les tags HTML qu'on connaît aujourd'hui dans ce système de composants. Ça paraît simple comme règle, en fait, ça paraît même assez évident. En fait, si on prend le système, par exemple, que ce soit React, Angular, etc., il y a des composants, par exemple, comme la table. C'est peut-être pas le meilleur des composants, mais si on prend le select, par exemple, ou des composants classiques qu'on appelle les tab bars, en fait, qui sont intéressants, on ne peut pas vraiment alors qui n'existent pas d'ailleurs dans le web, mais on va dire si on prend la table, ça reste quand même un composant intéressant, on ne peut pas vraiment les modéliser de manière propre, on va dire, dans React ou Angular, et encore moins dans Svelte, en fait, pour le coup. On peut faire des choses qui s'en approchent, mais on n'a pas vraiment quelque chose d'assez propre. J'expliquerai ça un petit peu tout à l'heure. Import-export, donc la plupart des frameworks s'en sortent pas mal. Je mets un point orange dans Angular parce qu'en fait Angular a fait un système compliqué qui s'appelle ngModule, sur ceux qui se connaissent Angular, voilà de quoi je veux parler. Et c'est un truc aussi dont on veut sortir. Bon, malheureusement, c'est pas fait et ce sera un peu compliqué. Voilà, l'aspect syntaxe, l'aspect simplicité, on va dire. Voilà. Donc React est connu pour être entre guillemets relativement simple, jusqu'à un certain point. Donc ça a été, faut quand même le reconnaître, Angular est quand même reconnu pour être plus compliqué, il faut aussi reconnaître ça. Svelte a aussi un point pour lui qu'il est aussi très, en tout cas une grande partie de Svelte est extrêmement simple, et je sais qu'en tout cas chez moi, dans mon équipe Amadeus, il y a beaucoup de gens qui aiment Svelte à cause de ça. Pour moi, Ivy est très proche de Svelte par rapport à ça, donc je vous montrerai tout à l'heure, j'espère que ça vous plaira. Les possibilités de workaround. Alors, pour moi, le framework aujourd'hui qui a le plus de possibilités de workaround, c'est React. Et je pense que c'est pas pour rien qu'en fait c'est le numéro 1 aujourd'hui dans les frameworks. C'est qu'avec React, on peut toujours s'en sortir. Parce que finalement, comme React s'adosse à JavaScript et finalement est très proche de JavaScript, très vite, on peut partir en JavaScript et faire ce qui manque. Angular est beaucoup plus compliqué pour faire des workarounds, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Svelte, j'avoue que je ne sais pas trop, j'ai mis vert, mais ça va peut-être plutôt être un orange. Et Ivy, en fait, Ivy, par certains aspects, se rapproche aussi pas mal de React, donc on verra. En termes de features, bon, forcément, React et Angular, c'est les frameworks les plus riches, donc ils ont le plus de possibilités. Svelte et Ivy sont beaucoup plus jeunes. Possibilité de customisation. Donc ça je crois que en fait, j'ai changé les critères j'ai oublié de le faire dans le slide précédent. Alors ça c'est un critère qui est extrêmement important pour Amadeus, mais qui est intéressant aussi d'une manière générale. Possibilité de customisation, c'est grosso modo la possibilité c'est la possibilité de pouvoir utiliser une bibliothèque et de pouvoir modifier des choses. Un exemple classique, c'est, en fait, d'une manière générale, l'idée, c'est que plus vous allez vouloir partager un composant riche, et plus il va être intéressant sur le plan fonctionnel, et plus ça va être, mais souvent, il ne va pas correspondre exactement à ce que vous voulez, parce que forcément, il a une richesse importante, et du coup, c'est frustrant. Donc, par exemple, un composant intéressant, c'est le date picker, en fait. Sauf que si vous ne voulez pas les mêmes couleurs, c'est encore, on va dire, c'est relativement facile, mais si vous voulez afficher plus d'informations dans le date picker que ce que le date picker fournit, le calendrier, c'est compliqué. Ou si vous ne voulez pas exactement s'affiche pareil, c'est compliqué. Donc du coup, une possibilité, c'est de faire un copier-coller du code, hein, ok, vous faites un fork, etc. Mais du coup, quand il y aura des évolutions, vous n'en aurez plus, etc. Donc c'est de ça dont je veux parler. Le deuxième problème qu'on a chez Amadeus, c'est Amadeus fait beaucoup de sites web pour des compagnies aériennes et on essaie de partager
les mêmes composants en fonction des compagnies aériennes, en fonction des clients. Et donc forcément, on a envie aussi de pouvoir réutiliser un maximum, mais aussi tout en gardant la possibilité finalement d'avoir des variations, puisque bon, les clients ils veulent forcément aussi avoir leur spécificité. Et donc aujourd'hui, c'est compliqué avec Angular, pour être honnête. On dit Angular chez Amadeus, c'est très compliqué. Je pense qu'avec React, on s'en sort un petit peu mieux, mais c'est pas parfait non plus. Pourquoi je mets Orange en React? C'est qu'en fait, pour moi, une des clés de la customisation, c'est la possibilité de passer ce que j'appelle un template en tant qu'argument dans notre template. Un peu de la même manière que si vous pensez par exemple un template comme étant une fonction, vous pouvez vous dire si je veux customiser une fonction, si je veux personnaliser une fonction, ben, ça peut être intéressant de passer une sous-fonction qui va être une sous-partie finalement de ce que fait la fonction principale en argument. Et vous pouvez dire si l'argument n'est pas passé, ben, par défaut, il y a une sous-fonction par défaut, entre guillemets. Mais ça donne la possibilité finalement d'injecter et de couper finalement, de découper la fonction principale en sous-parties avec la possibilité d'injecter des sous-fonctions différentes en fonction des besoins. Et ça, c'est vraiment possible avec Ivy. C'est un peu possible avec React, puisque React introduit la notion de template function il y a quelques temps maintenant. C'est une notion qu'on n'a pas en Angular. Svelte, pour être honnête, je ne sais pas trop, mais je leur accorde le bénéfice du doute. Et bon, pour la communauté, c'est assez évident, voilà ce que j'ai dit. Donc voilà, donc ça c'est ma vision aujourd'hui des templates engine. C'est un peu théorique ce que j'ai montré, c'est pas très visuel, je suis désolé. Mais on va rentrer dans des choses un petit peu plus visuelles maintenant. Donc voilà, j'ai parlé de. Donc, ce que je disais depuis le début, c'est que dans le cadre des recherches que j'ai effectuées, j'ai travaillé à la fois donc, sur l'aspect data avec Trax et à la fois sur l'aspect template avec ce moteur que j'ai appelé Ivy. Donc l'idée aussi pourquoi j'ai fait ce moteur-là, c'est qu'en fait à un moment donné, quand on a des idées, on est obligé en fait d'implémenter des choses parce qu'en fait on ne peut pas tout avoir dans sa tête, c'est compliqué. Et le fait de faire des choses fait réaliser qu'il y a des choses qui marchent. Ou on peut avoir des biais cognitifs en fait quand on va démarrer, on pense qu'un truc telle approche n'est pas bonne, en fait elle est peut-être intéressante et au contraire avoir une idée que telle autre approche semble bien, etc. Et puis c'est pas forcément intéressant. Puis surtout on lève énormément de cas particuliers intéressants. Donc d'une certaine manière, en fait, ce que j'essaie de faire avec Alice, c'est essayer de combiner ce que je pense être les bonnes idées, en tout cas moi, mes bonnes idées, enfin pas les miennes, mais en tout cas les bonnes idées de la communauté, essayer de les combiner en fait un peu ensemble. Donc j'avoue que j'ai eu de la chance parce qu'en fait chez Amadeus, j'ai pu passer finalement 3 ans, alors pas à temps complet, mais pour travailler là-dessus. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, c'est aussi devenu un peu un projet personnel, en plus du projet pour Angular et pour Amadeus. Et donc l'opportunité que j'ai eue est assez unique finalement parce que j'ai pu travailler sans l'inconvénient d'avoir à maintenir la backward-compatibilité d'un framework existant, qui est un problème majeur finalement pour les gens comme Angular et React. C'est-à-dire qu'ils doivent supporter entre guillemets les erreurs du passé. Donc voilà, donc moi j'ai eu cette chance-là. Et donc voilà, je dis, évidemment j'ai fait des erreurs aussi, tout le monde fait des erreurs, mais en tout cas j'ai eu la chance de pouvoir écrire et réécrire. Donc c'est un framework que j'ai réécrit plusieurs fois, au moins 4 fois. Et voilà. Donc derrière Ivy, il y a 3 projets open source. Un dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Trax, un deuxième qui s'appelle XJS. Donc XJS, je vais en parler un peu tout à l'heure, c'est un système c'est une syntaxe de templating en fait. Je travaille aussi sur l'aspect syntaxe. Et le troisième, c'est évidemment Ivy qui va utiliser Trax et XJS et qui ajoute un moteur dynamique. Alors, qu'est-ce qu'XJS? XJS, c'est ce que vous avez commencé à voir un peu tout à l'heure dans le premier extrait que j'ai montré. Alors, je suis conscient que ça puisse être très choquant en fait. Hein. Donc à la base, XJS, c'est un des trucs sur lesquels j'ai commencé à travailler au début, en fait, même avant de travailler sur les autres sujets. Parce qu'en fait, en travaillant sur Angular, on s'est aperçu qu'on avait pas mal de problèmes d'Angular qui étaient liés finalement à des problèmes de syntaxe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'un problème d'ambiguïté de syntaxe dans Angular. Et donc, pour résoudre certains problèmes, il fallait juste désambiguer la syntaxe. Et donc, j'ai pas mal été amené à travailler là-dessus. Au départ, j'ai travaillé sur des syntaxes qui étaient plutôt des syntaxes à base d'XML. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à étudier aussi JSX, donc qui est la syntaxe utilisée par React. Et puis j'ai voulu combiner JSX avec d'autres idées intéressantes. Et c'est comme ça que j'ai abouti à XJS. Alors XJS, c'est un projet indépendant de la manière que JSX est un projet indépendant pour React. XJS, c'est un projet indépendant pour moi aussi.
Alors, si vous connaissez JSX, j'imagine que même si vous faites du Angular, vous connaissez un peu JSX, vous voyez que la syntaxe ressemble un peu, c'est-à-dire que si on regarde le milieu, ça ressemble pas mal. Donc, l'idée d'XJS, en fait, c'est de considérer les templates comme des fonctions, ou en tout cas, comme en tout cas, d'associer un template et une fonction de rendering. Un peu comme ce que fait React justement dans ses fonctions, je ne sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs, template function ou component function, je ne sais plus quel terme j'utilise. Sauf que moi j'étais vraiment jusqu'au bout du truc et j'ai explicité finalement les arguments de la fonction. Dans React, la fonction elle est en vrai JavaScript et il n'y a que l'intérieur de la fonction qui est écrit en JSX, puisque JSX finalement décrit une expression, alors que moi, XJS décrit une fonction complète en fait, voilà. Dans les faits, la première différence, au-delà de la signature de la fonction, c'est qu'en XJS, chacun des éléments que vous allez lire correspond à un statement. Donc un statement en JavaScript, ça va être quelque chose comme un let, un appel de fonction. C'est grosso modo ce qu'on met sur chaque ligne, quoi, pour simplifier, hein, si vous n'êtes pas familier avec la notion de statement. Alors qu'une expression, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans un statement. Sauf que les expressions peuvent être aussi des statements, c'est compliqué comme ça. Mais grosso modo, l'idée est de dire que quand on utilise des statements, on va pouvoir utiliser des control statements, comme un if, boucle for, etc. Donc, j'ai mis en bas en fait le modèle mental qu'on a quand on lit une fonction ou un template à vie. Donc, si on regarde le template qui s'appelle hello, en fait, on a donc une déclaration de template, une template string en fait, avec $template. On décrit, donc là, on dit que hello, en fait, il a une variable, c'est un template qui est variable. Donc, il y a une variable qui s'appelle name, qui est donc une string. Donc là, j'utilise en fait la syntaxe de TypeScript en fait, pour décrire les types des arguments. Et ensuite, au milieu, on décrit tout simplement ce que fait Hello. Donc, il crée un div avec un attribut class, il crée un text node, donc qui est Hello avec une variable qui est name, et à la fin, il ferme le div. Et donc, si on regarde ce qu'on écrit en bas, c'est exactement, on peut imaginer une espèce de transpilation en code qui serait que div class hello, ça correspond à quelque chose comme context.createElement, etc. Donc, si vous connaissez JSX, c'est un peu le même principe. Sauf qu'avec JSX, tout le div est une seule expression. Et comme tout le div est une seule expression, en fait, on ne peut pas utiliser des control statements et on verra qu'on peut le faire en IVI, et ça, c'est intéressant. On peut aussi utiliser des variables locales, on peut faire plein de choses en fait. Et puis surtout, raisonner, ça devient très simple, puisqu'en fait, on a quelque chose de séquentiel. C'est-à-dire que le div est interprété avant le hello, etc. Il y a pas de... Donc c'est très facile en termes de debugging, etc. Et en fait, voilà, et pour simplifier, en fait, c'est de l'algorithme en fait, qui est utilisé par Angular aujourd'hui, depuis Angular 9. En fait, un moteur Ivy en fait, utilise ce même principe-là. Donc, on appelle ça des instructions. C'est-à-dire que div class hello, c'est une instruction qui va dire de créer un div avec hello comme classe. Voilà. Après, les instructions peuvent être beaucoup plus complexes, mais en tout cas, le modèle mental, c'est le même. Donc ça, c'était l'idée première en fait d'Ivy, c'était justement d'utiliser cet algorithme-là, qui se trouve être un algorithme qui est connu sous un autre nom qui s'appelle Incremental DOM. Il y a des gens chez Google qui avaient développé cet algorithme-là. Je parle juste de la façon de lire le code, je n'ai pas parlé d'algorithme. En fait, l'algorithme, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, cette fonction, comme je disais, doit être appelée dans deux cas différents. Le premier cas, c'est le cas où je crée je l'appelle la première fois. Donc quand je l'appelle la première fois, forcément, qu'est-ce que ça va faire? Je vais appeler context create element div, context add text, etc. Donc ça c'est évident, on va appeler les méthodes du DOM, voilà, c'est trivial. En revanche, si je l'appelle la deuxième fois et que le DOM a déjà été créé, à ce moment-là, quand je vais appeler context create div, create element, il ne va pas créer l'élément, il va juste vérifier que c'est bien là l'élément. On peut lui en plus, là j'ai passé un 1 en fait. L'idée, c'est qu'on peut passer des identifiants uniques à la compilation. On le sait que c'est ce div-là qui est 1. Donc, contrairement à React, qui ne sait pas, en fait, quand il va comparer, je digresse un peu. Mais en tout cas, c'est plus facile, en fait. Donc, on peut faire ça et on peut... donc, grosso modo, l'algorithme de comparaison, en mémoire, comme on a déjà un arbre, on va parcourir l'arbre, finalement. On n'a pas besoin de créer un deuxième arbre, comme le fait React, puisque React va créer avec deux expressions, il crée deux arbres, et après, il y a un algorithme qui compare deux arbres. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Et en termes de mémoire aussi, c'est beaucoup moins bon, puisqu'en fait, on doit créer deux fois la structure. Alors qu'avec ce type d'algorithme, ce type d'instruction, par exemple, on peut utiliser un algorithme qui s'appelle incremental DOM, en fait,
qui va de manière incrémentale modifier le DOM finalement directement in place. Voilà. Et donc en termes de mémoire, c'est intéressant, mais même en termes de vitesse, c'est beaucoup plus rapide. Et surtout aussi, la runtime est beaucoup plus petite. Alors, juste peut-être avant de parler de différenciateurs, juste un dernier point sur ce sujet-là. Le dernier point, la dernière ligne en fait de Hello, vous pouvez voir, c'est comment en fait, une fois qu'on a créé un template Hello, en fait, ce qu'on obtient Hello, c'est pas en fait c'est une fonction, mais c'est une factory function en fait. Et quand on va l'appeler, elle va créer ce que j'appelle une instance de template. Donc en fait, on peut appeler la fonction plusieurs fois, on peut créer plusieurs instances de template, puisqu'on peut imaginer pouvoir mettre Hello World partout dans la page plusieurs fois. Et ensuite, forcément, cette instance de template, elle est orpheline dans un premier temps, donc il faut l'attacher à un élément du DOM, donc par exemple document.body, donc c'est la deuxième partie de l'appel de fonction. Mais une fois qu'on l'a attaché, c'est bien, mais par défaut, elle n'affiche rien, et il faut quand même l'appeler au moins une première fois. Et ça, c'est la méthode render. Et donc là, on lui passe les arguments sous forme d'objet JSON, donc par exemple name, world. Après, on verra dans les exemples qu'on peut soit la rappeler à la main, si on veut faire des refresh manuels explicites. Mais d'une manière générale, en fait, on le fait qu'une fois, on le fait sur le bootstrap, sur le template root, en fait, racine, on va faire ça, mais après, toutes les updates se font de manière transparente. Grâce au système de data binding et grâce à Trax qui est utilisé derrière en fait. Alors, qu'est-ce qui différencie Ivy des autres moteurs de templating? Donc, voilà, ce que j'expliquais, c'est que voilà, le premier point, c'est que les templates sont considérés comme des fonctions, et en fait, c'est vraiment l'élément de base. En fait, souvent, les gens parlent de composants. Enfin, moi, je parle plus de templates quand il y a vraiment, quand c'est aussi léger que ça, en fait. Donc là, j'ai un exemple où, par exemple, j'ai le template main qui est en deuxième, en fait, va appeler le template greet qui est en premier. Alors, bon, j'ai décidé d'utiliser une convention que celle de React pour décrire qu'un template est appelé, j'utilise un préfixe étoile. React utilise des capital letters. Bon, bref, c'est une autre décision. La raison pour laquelle j'ai décidé d'utiliser un préfixe, c'est qu'en fait, il y a d'autres concepts que j'ai introduits qui aussi nécessitent de toute façon caractérisation visuelle, on va dire. Et donc, finalement, d'utiliser des préfixes pour chacun des cas, c'était ce qui avait de plus simple. Et c'est au moins, c'était consistant et homogène, plutôt que d'avoir une convention pour un et autre chose pour l'autre, etc. Ça devenait un peu compliqué. Donc, étoile, d'ailleurs, si vous avez fait du C, ça va vous parler étoile quelque chose, ça fait penser à une référence. Petit clin d'œil. Donc, il se trouve que quand on lit ça, grid est effectivement une référence, et c'est pour ça que la fonction main peut appeler grid, parce que dans l'occurrence, il est défini dans le même fichier. Donc, je peux avoir plusieurs templates définis dans le même fichier. Je pourrais aussi importer un template avec un import JavaScript classique, et c'est le cas normalement dans Grid. En fait, si vous regardez, il y a un truc qui s'appelle étoile lib.text. Ça veut dire que text en fait est un autre template ou un autre composant qui est exposé via un objet qui s'appelle lib, qui lui-même est probablement importé avant. Je n'ai pas mis tout l'extrait du fichier, mais voilà. Voilà, donc au-delà de ça, on peut voir que comme en React, on va utiliser les accolades en fait, pour décrire les interpolations ou les binding expressions en fait. Donc juste un niveau d'accolade, pas besoin de deux. Hein. C'est le même niveau d'expression qui est utilisé pour les attributs, ou ce que moi je les appelle param en fait. Comme par exemple pour greet, on voit que name est passé en tant qu'argument, ou value suffix par exemple dans le cas du premier template, ou hello name dans le cas des text nodes. Voilà. Donc c'est relativement homogène. Donc quand je parlais de consistance qu'on n'avait pas forcément avec Angular, là l'idée c'est voilà, toutes les expressions, dès que vous voyez curly quelque chose, c'est une expression, curly bracket, accolade, pardon. Ce qui est à l'intérieur, c'est une expression, et toutes les expressions sont identiques. Donc c'est assez facile à mémoriser. Le deuxième point clé d'Ivy, c'est ce que j'ai un peu mentionné tout à l'heure, c'est qu'il y a possibilité d'utiliser des statements JavaScript, contrairement à React. Donc, par exemple, si on regarde greetings1, par exemple. Bertrand, je te coupe, il y a une question là qui est... comment on sait que greet est déclaré? C'est parce qu'il est dans le même fichier. En fait, là, c'est le même fichier. Donc, const main... si au lieu de main, j'avais une fonction normale, main pourrait appeler greet. On est d'accord.
Donc en fait, l'idée c'est que j'utilise le scope en fait du module courant. Donc on sait que Grid est déclaré parce qu'il est effectivement déclaré juste avant. Sinon, en fait, il y a deux options. Soit, enfin, il y a trois options. Pour que ça fonctionne, il faut que Grid existe dans le scope de la fonction. Donc soit je le passe en argument, c'est-à-dire que de la même manière que j'ai name, j'aurais pu passer un autre argument, greet, et à ce moment-là, template, c'est ce que j'utilise par exemple pour faire des navigations, des choses comme ça. Soit greet est défini dans le même fichier, comme c'est le cas finalement sur cet extrait de code, soit il est défini dans un autre module JavaScript, et à ce moment-là, je l'importe, je fais import greet from, etc. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Et si c'est dans des fichiers différents, ben, je fais export const main. Mais il y a d'autres exemples. De toute façon, je vous montrerai il y a le site open source en fait, qui est en cours de construction et il y a des exemples live, donc vous pouvez regarder le code si vous voulez. Mais merci pour la question. Je vois qu'il y en a qui suivent. Donc le deuxième point important chez Avi, et en fait ça a été il faut comprendre que les deux choses ces deux points-là, en fait, pour moi, ça a été ce qui fait que je suis parti dans Avi, en fait. C'est que je savais qu'on pouvait utiliser des control statements et je savais qu'on pouvait utiliser des instructions. Même dans une première version d'Avi, on pouvait même mettre du JavaScript partout. Là, j'ai décidé de le limiter un peu pour des questions de simplification. Voilà. Donc c'est pour ça que je les mentionne en premier, parce que c'est vraiment pour moi les points importants d'Avi. Donc, comme en fait les text nodes en fait peuvent être comme end par exemple qu'on voit en milieu là, du greetings one, peuvent être écrits n'importe comment. J'avais besoin d'un préfixe en fait pour dire attention, je suis en train de partir d'écrire un statement en fait. Et donc ce préfixe en l'occurrence c'est $. Donc, on va peut-être commencer par le greetings2 comme ça, parce que le greetings2 utilise que des mots-clés que vous connaissez quasiment. Donc, $let, ben, ça veut dire que je vais pouvoir définir une variable locale. Donc, évidemment, comme je suis dans une fonction, je peux écrire un let. Donc, je vais pouvoir définir let count equals 0. Après, je vais pouvoir faire un for, $for. Donc là, je vais créer une boucle for. Donc, je vais utiliser les blocs JavaScript curly pour définir des sous-blocs de template finalement. Donc là, j'ai décidé d'appeler row, qui se trouve être quelque part dans le fichier, puisque là, il n'est pas dans ce fichier. En tout cas, il n'est pas dans cet extrait-là. Ensuite, j'ai créé un. Bertrand, je vais te couper. Il y a une question sur le stream de YouTube. Donc, il y a un petit décalage aussi dans les questions. Là, mais donc, Étoile Libre est aussi dans le scope. Yes. Ok. Oui, tout à fait. Ouais. Après, j'ai une question plus au niveau organisationnel. Il est 12h57. Je ne sais pas où t'en es de la présentation. Presque à la fin. Non, j'ai 5 slides encore, mais je peux aller vite. Mais sinon, je peux aller vite. De toute façon, vous pouvez lire la doc si vous voulez plus tard. Enfin, je veux pas couper le fait, mais c'est pour te dire où on en est, voilà, à peu près. Ouais. Après, s'il y en a qui veulent, on peut faire du plaisir. donc, JStatement, ça c'est le truc qui est intéressant, qui est important. Donc, je vais accélérer un peu. Troisième key differentiator, je suis désolé, c'est des concepts un peu nouveaux probablement pour vous, donc, mais voilà. C'est un concept que j'ai appelé paranode, et ça c'est vraiment un truc qui n'existe pas du tout dans les autres frameworks. Alors les autres frameworks ont quelque chose qui s'appelle slot, c'est un truc qui a même été normalisé par le E3C. Le problème des slots, c'est que c'est très limité. Alors c'est quoi le but de ça? C'est de pouvoir faire ce que j'ai montré là. Si vous voyez le tabs en fait, la tab bar, elle utilise un sous-élément qui s'appelle tab, qui lui-même utilise un sous-élément qui s'appelle title. Et donc, si on le fait en React, par exemple, on est obligé de décrire tab ou title comme un vrai composant. Or, dans les faits, sémantiquement, tab et title ne sont pas des composants, c'est juste des nœuds qui sont là pour contenir des données qui vont être utilisées par la tab bar. Et donc, c'est la sémantique de ce type de nœud. C'est pour ça que je voulais que ce soit des nœuds qui soient identifiés avec un autre préfixe. J'ai utilisé point, parce qu'évidemment, quand on voit tabs, point tab, on voit bien que tab est finalement une propriété de tab. Juste pour finir, j'ai mis heavy component. Pourquoi? Parce qu'en fait, une autre propriété intéressante d'Ivy, c'est que les morceaux de contenu qu'on voit ne sont pas évalués tant qu'ils ne sont pas utilisés. Donc, par exemple, si vous avez une tab bar comme ça, uniquement, par exemple, sur la vue qu'on voit, tab title A, il y a uniquement le composant A qui va être créé. Les composants B et C ne sont pas créés tant qu'on n'a pas cliqué sur les tabs. Alors ça, c'est un truc qui existe aussi chez Angular.info. Hein. Mais ça n'existe pas forcément, je crois, chez React. Il faut faire des trucs à la main, c'est pas forcément simple.
Voilà. Quatrième point intéressant, je suis désolé, là, c'est une notion que j'ai appelée décorateur. Donc ça, c'est une notion que vous connaissez en Java, vous connaissez en JavaScript. Implicitement, vous connaissez la notion de directive en fait chez Angular ou chez Svelte aussi, il y a une notion qui s'appelle directive. L'idée, c'est de pouvoir avoir des choses qui ne sont pas vraiment des composants, mais on va dire des fonctions qui vont pouvoir décorer ou en tout cas modifier le comportement d'un truc. Donc la syntaxe des décorateurs, c'est une syntaxe avec le sigle at. Il y a plusieurs façons de vous les écrire, soit sans argument, comme atfoo qu'on voit ici, soit avec un seul argument, comme atfoo et crossbar. Ou on peut mettre, et ça c'est aussi une autre nouveauté d'Ivy, on peut mettre plusieurs arguments sur un même décorateur. Pour ça, j'utilise des parenthèses pour grouper les choses. Ça, c'est une grosse faiblesse en fait d'Angular, qui a des directives, mais qui n'a pas cette notion de groupe en fait, et qui fait qu'en fait, il y a souvent des ambiguïtés entre plusieurs directives qui peuvent être sur le même composant. Voilà. Donc ça, en pratique, moi, je l'utilise beaucoup sur Ivy pour les event listeners, ce que vous avez en haut, là, on key down, on click, on double click, etc. J'utilise ça aussi pour des cas particuliers comme @value que vous pouvez voir ici, qui est en fait un décorateur qui existe pour simplifier l'écriture de formulaires. Il y a un exemple live dans la démo, je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, je vous donnerai le lien, ça peut vous cliquer. Autre feature intéressante, ça s'appelle les labels. Donc l'idée des labels, c'est de pouvoir, et ça c'est une problématique générale, le template, en fait, le template engine, il est très bon pour créer des éléments Node et pour les mettre à jour. Mais en revanche, il y a un autre aspect qui est important, c'est l'aspect dynamique. Un des aspects les plus importants, c'est souvent des problématiques de focus, en fait. Mais il y a d'autres problématiques, mais on va dire, ça simplifie bien le problème. L'idée, c'est que vous pouvez vouloir mettre le focus en fait, sur un élément en particulier. Et pour ça, en fait, il y a besoin de récupérer un pointeur, enfin une référence vers l'objet du DOM qui a été créé. Et ça, c'est pas toujours facile. Et justement, pour rendre ça facile, en fait, donc dans la vie, j'ai créé cette notion que j'ai appelée label. Donc c'est comme un attribut, sauf qu'il y a un dièse, un hashtag, en fait, comme finalement en CSS, en fait, vous êtes habitué à, quand on voit ID égale quelque chose, on utilise un symbole qu'on utilise pas mal. Angular utilise aussi ce symbole-là. Et donc voilà, donc, il y a plusieurs exemples. Là, vous avez dièse title pour le H1. Sur le dernier LI, vous voyez dièse item et dièse third. On peut mettre plusieurs labels sur le même élément. Et en plus, les labels peuvent être conditionnels. C'est ce qu'on voit sur third equals count equals 3. Ça, ça veut dire que third ne sera activé que quand la variable count vaudra 3. Et donc, derrière ça, il y a un système de query tout simple qui va permettre au template ou à son contrôleur, il y a une notion de contrôleur dont je ne parle pas ici, en fait, mais qui permet de récupérer finalement la référence vers l'élément du nom ou vers le composant, si c'est un composant, et pouvoir appeler des fonctions dessus, etc. Sixième point, alors ça aussi c'est un aspect qui n'existe pas vraiment dans les autres frameworks, c'est ce que j'appelle l'aspect dynamique ou l'aspect CMS. En fait, une des problématiques qu'on a pas mal en fait, avec les moteurs de templating, c'est que, surtout dans ces modes-là, c'est qu'ils sont compilés, donc ils sont quelque part, ils sont statiques. Mais quand vous avez un CMS, vous avez du contenu sur votre serveur. Ce contenu, bon, si c'est de l'HTML, on va dire c'est facile, vous faites du inner HTML en local, vous pouvez l'injecter. Mais il y a des cas où on a envie d'avoir un contenu CMS qui contient des références vers des composants que vous avez créés, quelque chose de beaucoup plus riche. C'est ce que vous pouvez voir en fait dans la boîte qui s'appelle Input. Si vous regardez, vous voyez un dièse alerte, pardon, un dièse, un étoile alerte. Ça, c'est un composant custom en fait. Et en fait, Ivy a un mode qui s'appelle le mode fragment, c'est-à-dire au lieu d'utiliser les templates, on utilise $fragment en fait. Et d'ailleurs, c'est plus une fonction, mais c'est justement un fragment de contenu. Et ce mode en fait permet d'interpréter et de parser et d'interpréter le template de manière dynamique. Ce qui fait qu'en fait ces fragments peuvent être recombinés de manière dynamique entre eux. On peut utiliser le symbole $curly par exemple, qui est le symbole classique des backtick strings en fait, pour pouvoir injecter du contenu dynamique. Et voilà, c'est interprété dynamiquement. Donc, on peut faire des choses dynamiques avec. Donc, forcément, c'est un petit peu moins performant puisque on doit embedder le parseur et le générateur de code. Mais finalement, ça reste quand même une taille raisonnable, puisque je crois que le parseur, le générateur de code, enfin, il y a des micro-exemples que j'ai qui font ça, et ils font 30 kg minifié compressé, sachant que Hello World avec Ivy, il fait 7 kg, je crois, minifié compressé, et sans utiliser forcément l'aspect des... Voilà, ça me donne des idées. Et le dernier point, j'ai fini, qui est intéressant avec Ivy, c'est qu'il y a une notion qui s'appelle les préprocesseurs. Si c'est un truc nouveau, c'est-à-dire que de la même manière qu'on a des décorateurs avec un seul niveau de @sign, quand on en met deux,
c'est la même syntaxe, mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire que au moment du parsing, donc en l'occurrence XJS, va pouvoir appeler, pareil qu'un décorateur, une fonction qui va pouvoir modifier l'arbre syntaxique qui est créé en fait par le parseur, et donc va pouvoir le modifier. Et donc un des exemples qui est intéressant, c'est Markdown par exemple. Je peux faire du Markdown comme ça. Au passage, il y a aussi vous voyez un nœud qui s'appelle CData, si vous connaissez XML. En fait, c'est la possibilité de créer un nœud texte avec tout en gardant tous les white space et sans faire ah, j'ai plus les mots. Bon, c'est pas grave. Mais vous comprenez l'idée. Donc, l'idée, c'est qu'à compilation time, on va pouvoir transformer ça en un élément HTML. Et ensuite, compiler template normalement. Toute la doc que j'ai faite est faite comme ça. Et voilà. Et donc là, j'ai fini. Et je vous donne les liens de tout ce dont j'ai parlé. Donc, si vous allez sur GitHub, il y a Amadeus, Amadeus IG Group. En fait, c'est l'organisation Amadeus. Donc, dedans, vous allez trouver un sous-projet qui s'appelle Trax, qui est le projet qui correspond à la solution de state management. Il y a un autre projet qui s'appelle XJS, pour XJS, évidemment. Et il y aura bientôt un autre projet, là, d'ici 2 semaines, puisque je vais partir dans 2 semaines. Donc, il y aura le projet Ivy. Pour l'instant, le projet Ivy, il est sur mon GitHub perso. Pas très legit, mais bon, c'était la meilleure façon de travailler. Et voilà, donc il sera migré dans les 2 semaines qui viennent. Et donc, si vous allez sur le deuxième lien, vous allez voir normalement ce site web. Ça prend un peu de temps de s'afficher. Voilà, donc c'est un site web. Bon, il est en construction, par défaut, la première page, c'est ça. Le seul truc qui est vraiment implémenté, c'est les exemples. Quand vous allez sur les exemples, donc il y a tous les exemples que j'ai montrés, ils viennent de là, en fait. Par exemple, si je prends Event Handler, par exemple, vous avez un petit... alors, sachant que ça, c'est des exemples indépendants, si vous cliquez sur le petit lien qui est là, ils vont se lancer dans une page à part. Donc, vous pouvez vraiment les voir comme des petites applications. Mais sinon, là, il y a des explications en fait, qui expliquent ce que ça fait, pourquoi ça le fait, etc. Il y a des extraits de code. Et voilà. Et tout ce que je disais tout à l'heure, en fait, tous ces trucs-là, c'est fait grâce au préprocesseur dont je parlais tout à l'heure. L'exemple qui est là, en fait. Et le code d'Ivy lui-même, il est accessible sur GitHub. Vous cliquez ici et vous allez accéder sur ma repo qui est chez moi pour l'instant, mais encore une fois, qui va passer. Voilà. Alors pour l'instant, Ivy n'est pas le Getting Started, il est under construction. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas sur GitHub, je ne peux pas déployer, enfin, je ne peux pas pousser tout sur NPM. Parce que l'idée, c'est d'aller sur NPM, en fait, et donc de rendre les choses plus simples. Donc aujourd'hui, les exemples sont compilés avec dans la repo du framework. Il faudrait les rendre indépendants. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que je sais que je peux être bavard. Donc, merci. Merci pour vos questions. Si vous avez des questions, pour ceux qui peuvent poser des questions. Alors, Sandra va désactiver les... Alors, je crois que Sandra vous a donné l'autorisation de désactiver le mode silencieux pour tirer à vue sur Bertrand à coup de questions, si vous en avez. Voilà, vous pouvez activer votre micro et parler. Voilà. Il faut juste activer votre micro. Déjà, merci Bertrand pour la présentation. Ouais, oui, avec plaisir. Alors désolé, c'est vrai que j'ai dû... Enfin, c'est pas... Il y a tellement de choses en fait que c'est compliqué de... Oui, c'est normal, en plus c'est ton bébé. Donc... on va avoir une question là, je pense. Non? Après, vous pouvez poser des questions sur YouTube. Et sinon, encore une fois, vous pouvez... je vais remettre le lien là. Vous pouvez lire cette doc. Normalement, ça explique un peu ce que j'ai dit, mais en beaucoup plus de détails. J'ai pas fini en fait de commenter. C'est le travail que je fais en ce moment en fait. Je suis en train de finaliser. Il y a des aspects comme les aspects dynamiques, c'est ce que j'ai montré. Ça, c'est l'aspect dynamique que j'ai montré où on peut. Tu as une question là, Bertrand, là, du coup. Là. Est-ce que tu as pu faire des essais de performance? Oui, bien sûr. En fait, alors l'algorithme derrière Ivy, encore une fois, c'est l'algorithme incremental DOM. Il est extrêmement rapide en fait, et c'est ce qui fait qu'en fait j'ai entre guillemets vendu l'idée aux gens d'Angular, parce qu'il peut être très rapide. Alors après, moi je suis pas obsédé par la performance. C'est important. D'ailleurs, si vous allez sur les exemples, en fait, il y a pas mal de... Alors, en fait, la performance, elle a plusieurs aspects, on va dire. Il y a le code qu'on doit télécharger.
il y a le initial rendering, et après, il y a les subsequent rendering. Donc, le code qu'on allait charger, par exemple, là, j'ai mis TodoMVC. TodoMVC avec Ivy, il fait 17 kg minifié compressé. Donc, c'est bien, on va dire. C'est pas, Svelte fait moins. Svelte fait 15 kg, je crois, ou 14 kg. Mais on va dire, c'est grosso modo dans ce qui se fait de mieux en termes de taille de code. Si je ne parle même pas d'Angular ou même avec React, où vous seriez autour de facilement 50-60 parce qu'ils ont des grosses runtime en fait. La différence entre Ivy et Svelte, c'est qu'Ivy a une runtime petite, mais Svelte n'a pas du tout de runtime, donc il arrive à aller un peu plus bas. Donc ça, c'est le premier point. Après, il y a l'aspect initial rendering. Donc Ivy, on va dire, est bon. Je sais pas, ça doit être améliorable, honnêtement, mais grosso modo, c'est bon. Je voulais faire tourner Ivy dans le bench, en fait, le gros bench, en fait, où il y a tous les... tout truc vert en fait. Bon, bref, j'ai une vieille version d'Ivy qui avait été intégrée et qui était plutôt très très bonne, mais comme du coup il a beaucoup changé entre temps, je ne sais plus si c'est vrai. Mais grosso modo, voilà, Ivy, en fait, Angular d'aujourd'hui utilise la même version le même type d'algorithme qu'Ivy, donc normalement il n'y a pas de problème de perf. Après, voilà, si on regarde, là vous n'allez pas le voir, mais il y a un truc qui s'appelle Repaint Challenge, on voit qu'on peut faire quand je suis à 30 fps, seulement jusqu'à 60 fps normalement sur ce type de bench. Mais là, ça ne va pas rentrer avec Zoom, vous allez rien voir en fait. Donc, là, il y a un autre exemple qui était basé sur. Je sais pas si vous. Bon, bref. Allez voir sur le site, vous pouvez jouer avec. Ce qui est intéressant en fait surtout, c'est qu'on peut lancer les démos sur des trucs indépendants. Et si vous regardez, en général, faut que je regarde, quand on regarde dans les trucs, en général, on a avec un bon réseau, on peut avoir un first meaningful paint de l'ordre de 250 millisecondes. Là, sur GitHub, le CDN de GitHub est vraiment mauvais, donc je suis plutôt à 400-500. Mais on va dire que, ouais, on est plutôt bon. Donc en fait, les performances, on les surveille. Alors, je dis, je ne suis pas obsédé par les performances, mais en fait, c'est un truc qu'on surveille en permanence. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail que j'ai fait sur Ivy, mon obsession première, c'était plutôt le modèle mental, en fait. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est là qu'Angular avait le plus de problèmes. Mais surtout, quelque part, il y avait quelque chose de plus ambitieux derrière. L'idée, c'était de trouver un modèle mental qui permette d'écrire facilement des UI. Et je pars du principe qu'à partir du moment où on aura trouvé un bon modèle mental, on pourra toujours optimiser les choses, on pourra trouver d'autres algos, etc. Au final, l'idée, c'est quand même simplifier la vie du développeur pour rendre, en termes de création et de maintenance de code. Et je suis persuadé qu'à un moment donné, que ce soit, enfin, pas à vie, mais en tout cas, ces idées-là, elles finiront par atterrir dans le framework sous la forme d'API standard, tout simplement. Alors, le problème, c'est qu'avec les moteurs de templating, c'est un gap énorme, en fait. C'est facile, en fait, pour W3C d'approuver une API simple, entre guillemets, comme une méthode de query ou des choses comme ça, parce que c'est des méthodes simples. Le problème, et c'est aussi pour ça que c'est compliqué en fait de réfléchir sur ces problématiques de template engine, c'est qu'en fait tout est lié en fait. On peut pas juste faire un petit truc et dire après je vais faire la suite, parce qu'en fait la suite va être impactée par les problèmes du début, ou en tout cas les manquements du début. Et c'est un peu ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que par exemple React a fait des choses très très bien avec, enfin, on aime ou on n'aime pas GSX, d'ailleurs personnellement j'étais un peu sceptique au début, et puis finalement j'ai accepté l'idée, on va dire. Maintenant, React est bloqué finalement, parce qu'en fait, ils ne peuvent plus faire évoluer GSX, puisqu'il a été, grosso modo, il est utilisé via Visual Studio Code, par exemple, quasiment nativement implémenté, donc ils ne peuvent plus le changer. Et c'est dommage, parce qu'en fait, il y a des choses qu'ils pourraient rajouter, hein, des concepts dont j'ai parlé, on pourrait imaginer voir des décorateurs, peut-être pas changer, moi j'ai carrément changé du modèle, je ne sais pas si d'un modèle à base d'expression à un modèle à base de statements, mais on pourrait imaginer voir des évolutions sur GSX. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, quelque part, GSX est mort, en fait. À partir du moment où quelque chose ne peut plus évoluer, c'est qu'il est mort. React, Angular va changer sa syntaxe à un moment donné. Je suis désolé pour les gens qui font du Angular et qui n'ont pas envie d'entendre ça. Mais ils seront obligés, parce qu'en fait, c'est la seule manière de résoudre certains problèmes et d'évoluer. Svelte a introduit des choses nouvelles, etc. Donc, je veux dire, voilà, tout le monde est en train de réfléchir à ces sujets-là. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps en fait d'arriver à absorber toute la problématique.
Malheureusement, il y a très peu de recherches académiques, j'en connais pas en fait, pour être honnête. Il faut croire que l'INRIA, tout ça, enfin, ces genres d'institutions ne sont pas intéressées par la UI, hein. Et ce qui est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Donc oui, les performances c'est important, mais ce que je veux dire, c'est à partir du moment où ce sera intégré nativement dans un navigateur, il n'y aura plus de problème de performance. En revanche, il y aura des problèmes d'ergonomie. C'est pour ça que l'ergonomie, finalement, est super importante. Et au passage, React est beaucoup moins performant, enfin beaucoup moins, entre guillemets, tout est relatif, mais moins performant qu'Ivy, par exemple, mais ça suffit. Entre guillemets, je pense que la performance est importante, mais à un moment donné, ça suffit. Alors, c'est sûr que dans le cas des mobiles, c'est encore une autre discussion, mais c'est pareil, les moteurs des mobiles sont plus puissants, etc. Donc le sens de l'histoire fait qu'à un moment donné, c'est ce qu'on va trimballer au fil des années, ce sera l'ergonomie, moins les performances. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention aux problématiques d'ergonomie. Bertrand, j'ai une autre question qui m'est posée là sur YouTube. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu as vendu l'idée à Angular? Est-ce qu'Angular utilisera Ivy? Alors, je continue à travailler avec eux, en fait, hein, on est en discussion régulière. Alors, encore une fois, l'algorithme d'Ivy, c'est déjà fait, puisque en fait, si vous tapez ngIvy, ou maintenant il leur plaît carrément Ivy, si vous allez dans la release note d'Angular 9, en fait, Ivy est mentionné. Alors, il n'est pas mentionné par rapport à ce framework-là, parce qu'en fait, ils ont gardé finalement l'idée de l'algorithme, qui est finalement l'idée, algorithmiquement, c'est proche de... j'ai oublié le nom de l'algorithme dont j'ai parlé avant. Incremental DOM, moi j'ai dit Incremental DOM. Donc ça, c'était la première idée. Donc ça, ils l'ont déjà acheté. Les autres idées qui sont faire évoluer la syntaxe, aller vers une syntaxe qui mélange plus facilement JavaScript, etc. On est en cours de discussion. On a des documents de travail dessus. Ça ne veut pas dire que ça va aboutir. Voilà, donc n'écrivez pas que ça va se faire. Mais c'est possible que ça se fasse parce que de toute façon, encore une fois, du point de vue syntaxe, aujourd'hui, Angular est dans une impasse. Donc voilà. Donc oui, on parle de syntaxe, hein. En fait, cet après-midi, je vais revoir un document qui est écrit avec Michko, en fait, pour revoir les propositions qu'il fait. Alors, c'est pas exactement ma syntaxe. Alors, moi, j'essaie de vendre ma syntaxe, lui essaie de vendre la sienne. C'est encore en mode recherche, on va dire. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, dès d'ailleurs, vous avez dû vous en rendre compte, quand vous voyez la syntaxe que je vous propose, je suis sûr qu'il y a des choses qui vous choquent. Puisqu'en fait, ça dépend vraiment du background qu'on a. Si vous avez fait du React, vous allez être choqué par certaines choses. Si vous venez d'Angular, vous allez être choqué par d'autres choses. J'ai des collègues, quand ils voient l'étoile, en fait, pour appeler un composant, ça leur hérisse le poil, entre guillemets, alors que bon, c'est qu'une convention malgré tout. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on prend, et c'est pour ça que c'est compliqué aussi de réfléchir au niveau de la syntaxe, c'est qu'il faut prendre l'ensemble de tous les requirements. Parce que pour avoir une homogénéité dans la syntaxe, il faut que, entre guillemets, on ait eu l'idée d'un besoin, en fait. Et c'est pour ça que c'est difficile de construire une syntaxe par patch successif, entre guillemets. Bon, c'est possible, mais du coup, la syntaxe est moins homogène. Donc voilà, donc oui, la syntaxe d'Angular évoluera un jour, je ne sais pas si c'est demain, après-demain. Est-ce que ce sera Ivy? Probablement pas exactement, mais est-ce que ce sera proche d'Ivy? C'est possible. Là, c'est même fortement probable. Après, bon, là, je n'ai pas expliqué, mais dans Ivy, au-delà de la syntaxe XJS, qui est vraiment celle que j'ai mis en avant, il y a d'autres façons d'écrire les composants aussi, ce qui est expliqué dans le site web là, que vous voyez à l'écran. Qui est un peu différente de celle d'Angular. Donc, il y aura peut-être des idées qui seront reprises. En fait, l'équipe Angular va reprendre des idées, mais après les réimplémente et les réécrit un petit peu à sa sauce, et puis aussi avec ses propres contraintes parfois. Sachant qu'aujourd'hui, le problème, voilà, que ce soit tous les gros frameworks, à partir du moment où vous avez une grosse base d'utilisateurs, la problématique principale, c'est quand même de garder la backward-compatibilité. Et donc là, forcément, je parle de quelque chose qui est massivement non backward-compatible. Donc je pense que si ça se fait, l'idée, c'est quand même d'introduire un mode de compatibilité, c'est-à-dire pas comme entre Angular 2 et AngularJS, vraiment en mode où on peut utiliser les deux, vraiment de manière transparente. Alors forcément, c'est deux syntaxes différentes, mais au moins que l'ancienne syntaxe puisse appeler la nouvelle et la nouvelle éventuellement appeler l'ancienne. De la même manière que quand React introduit des nouveaux concepts comme les hooks, par exemple, ben, ils n'enlèvent pas les anciens trucs. Tout peut. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que...
Je vais te couper parce que tu as des bonnes réponses, mais elles sont un petit peu longues. On va prendre une dernière question parce qu'on a Jonathan qui dit qu'il a une question à l'oral, donc on va même pouvoir tester le côté oral et après Cool. on va devoir arrêter la réunion. Désolé. Hein. Non, je vous en prie. Moi, si tu me coupes pas, je parlerai encore une heure. Alors, Jonathan, on y va. Oui, donc moi, ma question, c'est surtout sur l'aspect, on va dire, plus, moi, quand je choisis un template, enfin, un moteur de template ou un framework, c'est plus dans l'aspect comment est-ce que tu arrives à bien l'utiliser, comment est-ce que tu arrives à collaborer avec d'autres personnes. Et en fait, par exemple, l'aspect qui me dérange le plus dans React, c'est justement que le JS, l'HTML et le CSS soient un peu ça fasse un peu un gloubi-boulga dans le même fichier. Et c'est très dur, je trouve, de collaborer avec un intégrateur ou autre. Et du coup, comment est-ce que tu appréhendes ça dans dans Ivy pour que la collaboration entre les différents développeurs, les différents intervenants se fasse bien, sans qu'il y ait des merge conflits de merde à chaque fois qu'il y a un mec qui modifie un CSS et toi une propriété JavaScript, quoi. Ouais. Oui, bonne question. Alors évidemment, c'est une remarque que j'ai beaucoup surtout des gens qui viennent d'Angular. En fait, il y a beaucoup de gens d'Angular qui me disent j'aime Angular parce que je peux mettre le template dans un autre fichier. En fait, avec Ivy aussi, le template, c'est qu'une fonction. Donc, on peut faire un autre fichier et l'importer, exporter. Alors, forcément, c'est un fichier JavaScript, mais ça reste un autre fichier. C'est même mieux que ça, c'est qu'en fait, dans Ivy, couper un template en sous-template, c'est extrêmement simple, en fait. C'est-à-dire que, grosso modo, il suffit d'extraire un petit bout, faire copier-coller, mettre template avant, faire après, et puis rajouter les arguments qui manquent. Un peu comme en JavaScript, quand vous avez une fonction, si vous voulez une grosse fonction qui fait, je sais pas, 200 lignes, c'est facile d'extraire, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc ça, ce serait ma première réponse. Je sais pas. Après c'est une problématique d'organisation au sens large, mais justement, je trouve qu'en permettant en rendant en faisant du template une entité finalement indépendante, je trouve que ça rend les choses beaucoup plus simples. Après, juste pour un peu de ça aussi. Au début, j'avais commencé à réfléchir vraiment à une problématique de syntaxe basée sur HTML. Donc, c'est ce que fait Svelte, finalement, c'est ce que fait un peu Angular. Et la raison pour laquelle, finalement, j'ai basculé dans un Node.js, c'est que, finalement, l'essence d'un template, c'est de faire des choses dynamiques. Sinon, on n'a pas besoin de template, on fait du statique. Donc, du dynamique, ça veut dire des control statements, ça veut dire des variables, ça veut dire des choses comme ça. Donc, quelque part, il y a une affinité plus proche finalement du monde du JavaScript. L'autre problématique, c'est que quand on explore un peu l'aspect HTML, on s'aperçoit qu'on doit réinventer énormément de choses. En HTML, il n'y a pas de notion d'expression, il n'y a pas de notion d'import-export, il n'y a pas de notion de fonction, il n'y a pas de notion de plein de tout ça. Alors qu'en JavaScript, tout ça existe. Donc le fait, et ça c'était finalement l'idée assez géniale de React, c'est que quand on utilise JavaScript finalement comme host, un host language, on va avoir tout ça gratuitement. Donc, ça veut dire que, 1, on n'a pas à le développer, 2, on n'a pas à le documenter. Donc, et 3, on n'a pas à l'apprendre. Donc, en termes de learning curve, etc., c'est vachement important. Donc, c'est ce qui, moi, m'a fait basculer en fait, d'un système de template basé sur HTML vers un système de template basé sur JavaScript. Donc, en fait, TypeScript en l'occurrence pour Ivy. Mais après, effectivement, moi, ma recommandation, ce serait vraiment d'extraire les templates, de les mettre dans des fichiers séparés. Et puis, ce qui est bien aussi avec Ivy, c'est qu'on va pouvoir, on peut limiter comment on peut faire un template qui appelle un sous-template, y compris par exemple dans une boucle for. Par exemple, si vous avez des listes, il y en a partout hein, dans les UI. Le template qui est dans la liste, c'est très simple d'en faire un sous-template, donc quelque chose d'à part qui peut lui-même être dans un autre fichier. Ce qui fait que si vous devez donner ce fichier à on va dire un graphical designer ou quelqu'un qui est peut-être un peu moins expert en JavaScript, il y a moins de chances finalement de casser le fichier parce que il n'aura pas accès aux boucles de contrôle, aux variables internes, etc. Après, comme Ivy aussi parsé, si vous écrivez de l'HTML invalide, enfin ou de l'XML invalide, puisque c'est du HTML pour le coup, le parseur, vous ne pouvez pas compiler, donc vous ne pouvez pas committer finalement, enfin, en fonction de votre système de build. En fait, bon, il y a des erreurs qui sont relevées très tôt finalement dans la chaîne de compilation. Je ne sais pas si ça répond. Après, je pense qu'il n'y a pas de réponse magique, malheureusement. Je trouve que c'est le moins mauvais compromis, pour dire simplement. Ok, merci Bertrand. Je pense qu'avec cette réponse-là, on arrive à la fin du webinaire. J'espère que ça a plu à tout le monde, que ce soit sur Zoom ou sur YouTube. On a eu en tout environ, je crois, entre
entre 12 et 15 participants, ce qui est pas mal hein, pour Très bien, merci. N'hésitez pas à suivre Ivy sur le GitHub parce que Bertrand, il va se passer quoi là, une fois que tu l'auras mis, tu vas continuer à lui de le faire vivre. C'est une bonne question. Donc c'est en réflexion quoi. Là, c'est la fin de. Là, vraiment, pour la fin du mois, j'essaie de finaliser ce site web qui sont les GitHub pages en fait du site. Et le site va passer sur Amadeus, la répo Amadeus, enfin, l'organisation Amadeus. Derrière, je vais voir. J'aimerais bien éventuellement pouvoir continuer à contribuer. J'ai des collègues Amadeus qui sont aussi intéressés pour contribuer. On verra. Donc, on verra si dans ma nouvelle entreprise je peux utiliser Ivy. Du coup, ça vivra. Si je peux pas, ça vivra peut-être un peu moins. Après, éventuellement, si j'ai du temps, peut-être que j'écrirai un article dans Hacker News, un truc comme ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas forcément vous l'utilisez. L'idée, c'est vraiment d'explorer d'autres façons de faire et de faire un peu évoluer l'état de l'art. Bon, j'aurais aimé qu'on puisse l'utiliser, évidemment, mais après, c'est compliqué. Ça prend énormément de temps, en fait. Déjà, ça prend énormément de temps à penser, à faire, à développer. Mais après, ça prend autant de temps, finalement, à publier, en fait, à advertiser, je sais pas comment c'est. Et là, ce temps-là, je ne l'ai pas en fait. Donc ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle. Mais après, c'est le principe de l'open source. C'est les gens qui sont intéressés, qui ont envie de contribuer, ils peuvent toujours regarder, faire un clone, essayer de builder le truc et voir s'ils trouvent ça compliqué, intéressant, etc. Voilà. En tout cas, je voulais remercier tout le monde pour leur intérêt, tout simplement. Ça fait quand même plaisir. Et puis, voilà, donc je ne sais pas si vous avez pu voir les URL. En fait, la présentation que j'ai faite, elle est sur Google Docs. En fait, je pourrais partager le lien aussi. Ah, je l'ai perdu, mais je vous la... si ça vous intéresse. Bon. Et puis voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à partager le lien. Idéalement, plutôt à la fin du mois, comme ça, tout sera fini, puisque j'aurai finalisé la doc. Et ça évitera d'avoir des URL invalides. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Rendez-vous pour SophiaConf, donc, car ça aura sans doute lieu, comme je disais, en version webinar. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous à la rentrée et on verra quel format ça peut avoir. Merci à tous et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous. Bonne journée.